C'est sans doute le titre et la miniature les plus racoleurs que j'aurais pu trouver pour ce sujet. Cette semaine, nous allons parler de la prise de masse musculaire. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous vous en doutez, malheureusement pas de recette miracle. L'entraînement est un processus lent et rigoureux. Mais pour tous ceux qui ont de la patience et des objectifs, je vais vous expliquer comment il est possible de développer sa masse musculaire grâce à l'entraînement et l'alimentation. Bienvenue dans Prépa Performance. La première chose qu'il est essentiel d'intégrer dans un but de prise de masse musculaire, c'est que l'entraînement ne va pas sans l'alimentation et vice-versa. En effet, il n'existe pas de recette miracle ou de produit secret en vue d'un gain musculaire. Évidemment, je mets de côté les produits anabolisants et donc dopants. Par contre, il existe beaucoup de petits détails, oubliés ou inconnus, qui mis bout à bout vont favoriser ce gain musculaire. La rigueur passera à la fois par des séances d'entraînement précises et une alimentation structurée bénéfique au développement musculaire. L'entraînement va en quelque sorte actionner la fonction gain musculaire de notre corps et l'alimentation va amener les outils nécessaires à cette construction. Maintenant que l'on est au clair sur le fait que l'un ne va pas sans l'autre, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Le but de notre entraînement en musculation va être de stimuler une hormone, l'IGF-1, un facteur de croissance. Cette hormone va elle-même jouer sur une protéine régulatrice, mTOR. Celle-ci va en quelque sorte diriger le système de création du muscle. Promis, à partir de maintenant, j'arrête avec les noms barbares. Mais cet effet est plutôt logique à comprendre puisque durant l'effort, nous cassons des fibres musculaires. Le corps va alors enclencher des processus qui vont viser à réparer ces lésions. Scientifiquement, l'idée était donc de comparer des méthodes d'entraînement et de regarder celles qui influaient le plus sur ces hormones. Et malgré ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la charge qui va être le facteur prépondérant dans le but d'une optimisation de la masse musculaire. Par exemple, une étude a comparé deux groupes, l'un s'entraînant à 90% du 1RM et l'autre à 30%. Les deux groupes réalisaient des séries jusqu'à l'échec, c'est-à-dire que je m'arrête quand je n'arrive plus à faire de répétitions. Eh bien, le groupe qui réalisait les répétitions à l'échec à 30% avait un gain musculaire supérieur à l'autre groupe. C'est un résultat très intéressant, notamment pour les jeunes athlètes. En effet, on sait que dans beaucoup de centres de formation, les entraîneurs ont encore du mal à amener la musculation pour les jeunes pratiquants. De vieilles croyances persistent sur l'aspect négatif de la musculation pour le jeune public. Nous pourrons revenir sur ce débat dans une future vidéo. Là, même avec des charges peu élevées, nous pouvons constater qu'il est possible de développer la masse musculaire d'un sportif. Alors attention, il ne s'agit pas de réaliser toutes nos séries à l'échec pour optimiser le développement musculaire. Mais l'orientation globale de l'entraînement devra tendre vers une logique de résistance. C'est notamment pour ça que la majeure partie des programmes de développement musculaire propose de l'endurance de force, à savoir entre 8 et 15 répétitions autour de 70% du 1RM. C'est un bon compromis entre le développement de la force et la logique de résistance. D'autre part, des études ont comparé les efforts excentriques et concentriques pour l'hypertrophie. Si vous ne savez pas ce que signifient ces termes, je vous renvoie à notre vidéo sur les régimes de contraction. Les résultats rapportent qu'il n'y a pas de différence notable sur les bénéfices en masse musculaire. La notion qui sera donc importante sera d'être sur une logique de résistance, peu importe la charge et les régimes de contraction. C'est une information importante car nous pourrons plus facilement jouer sur notre temps sous tension pour atteindre de hauts niveaux de résistance. Si vous ne connaissez pas le temps sous tension, je vous renvoie à notre vidéo sur les tempos en musculation. En favorisant le temps excentrique, nous pourrons augmenter notre temps sous tension pour un même nombre de répétitions et donc augmenter notre résistance. Qui plus est, dans un objectif de préparation physique, nous pourrons adapter le programme de musculation en fonction des besoins de notre discipline sportive. Il ne s'agira pas de tomber dans les classiques programmes de masse musculaire généralistes qui oublient souvent le transfert sur la performance. Je vous ai déjà présenté plusieurs méthodes qui permettent l'hypertrophie musculaire que vous pourrez retrouver dans la playlist dédiée. Mais si le sujet vous intéresse, nous pourrons décliner différents programmes qui visent l'hypertrophie. Passons maintenant au deuxième maillon de notre objectif, l'alimentation. Vous vous doutez que cette partie pourrait durer des heures. Je vais donc tenter de synthétiser au maximum la logique de complémentation nécessaire au développement de la masse musculaire. Mais n'hésitez pas, en cas de question, à laisser des commentaires. Je pourrai vous répondre ou si le sujet est trop vaste, en faire une autre vidéo. Nous allons parler des macronutriments, notamment des protéines, mais je n'irai pas très loin dans les explications. Brièvement, le corps n'a pas de réserve de protéines, contrairement aux lipides et aux glucides. Donc, il faut combler les besoins du corps par l'alimentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une protéine n'est pas égale à une autre protéine. L'intérêt de l'apport de protéines dans l'alimentation standard est de combler les besoins du corps en acides aminés. Ces acides sont en quelque sorte de plus petits morceaux de protéines. Il en existe des non essentiels et des essentiels. Ça signifie, dans le cas des essentiels, qu'il faut à tout prix les apporter par l'alimentation car nous ne les synthétisons pas dans notre corps. C'est le cas de ces 8 acides aminés indispensables. Beaucoup d'études se sont donc penchées sur quelles protéines amener en priorité pour créer du muscle. Il en ressort qu'il existe des protéines à assimilation plutôt rapide et d'autres plutôt lentes. Ainsi, directement après l'effort, comme nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur la fenêtre métabolique, il sera intéressant d'amener des protéines à assimilation rapide. C'est notamment pour ça que la whey, une protéine que l'on retrouve souvent en complément en poudre, est très en vogue sur le net et dans les magasins. Elle est composée en majeure partie de leucine, la protéine de petit lait, qui a une assimilation rapide. On peut la retrouver également très présente dans les yaourts entiers. Elle est donc très intéressante post-séance car elle va littéralement booster la synthèse protéique. Par contre, avant de dormir, ce choix sera moins pertinent. En effet, on sait que pendant la nuit, il existe un important
important catabolisme musculaire. En clair, le corps détruit de la fibre musculaire. Pour contrer cet effet, on cherchera à ce moment plutôt des protéines à assimilation lente. C'est alors le cas de la caséine. Des études de 2012 ont d'ailleurs prouvé la pertinence d'un apport de protéines 2 heures avant le coucher pour le développement musculaire. Attention ici, je parle en acides aminés et pas en aliments. Ça ne veut en aucun cas dire que je conseille la complémentation à partir d'isolat en poudre. D'ailleurs, les dernières recommandations conseillent qu'au moins 2/3 de l'apport doit être d'origine alimentaire et non en poudre pour de meilleurs résultats. Dans cette même logique d'optimisation des résultats, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, une protéine n'est pas égale à une autre protéine. Chaque protéine, en fonction de son aliment d'origine, a un score en termes de digestibilité. En clair, je peux manger la même quantité de différents aliments, je n'aurai au final pas la même quantité de protéines assimilées. Voici quelques exemples à travers un tableau d'équivalence. La note référence est de 1, que l'on retrouve pour le blanc d'œuf et le lait. Donc, si dans un verre de lait j'ai 15 g de protéines, j'aurai assimilé 15 g. Par contre, pour des lentilles, si dans mon assiette j'ai l'équivalent de 15 g de protéines, j'en aurai assimilé seulement 7 à 8 g, puisque presque 50% de déperdition. En résumé, la qualité de la protéine est également essentielle dans le calcul des apports. Autre point important, souvent méconnu, c'est ce que l'on appelle le plateau de resynthèse musculaire. Puisque l'on ne peut pas stocker les protéines, il va falloir en amener fréquemment. Mais il existe une quantité plateau au-dessus de laquelle l'apport ne sera pas consommé et donc drainé. En clair, il traversera le corps sans être utilisé. Des études récentes ont montré qu'au-delà de 20 à 25 g par apport, en fonction des personnes, on atteignait ce plateau de resynthèse. Donc, il n'y a aucun intérêt à prendre des quantités supérieures par repas ou collation. L'image du culturiste qui casse une dizaine d'œufs dans son mixeur est donc de l'histoire ancienne. Par contre, si l'on prend des protéines à assimilation rapide, l'apport sera consommé en environ 3 heures. Il est donc beaucoup plus pertinent au cours de la journée, évidemment après une séance d'entraînement, de prendre des collations toutes les 3 heures avec un maximum de 20 à 25 g de protéines. Maintenant qu'on comprend mieux le processus de consommation, quelles sont les quantités à consommer? Les dernières recommandations pour de la prise de masse musculaire conseillent entre 1,8 et 2,2 g par kilo de poids de corps par jour. Donc, si je pèse 70 kg, je ferai 1,8 x 70 égale 126 g. Je vais donc chercher à ne pas dépasser 126 g sur ma journée. Si je réalise ma séance le matin, je veillerai à avoir un premier apport au petit déjeuner. Ensuite, j'enchaînerai mon déjeuner directement post-séance pour optimiser ma récupération. Puis je pourrai ajouter une collation l'après-midi et enfin le dîner. Évidemment, cette organisation est un exemple et n'est pas figée dans le marbre. Chacun devra essayer de s'organiser au mieux avec son emploi du temps. Dans cet exemple, pourquoi je n'ai pas découpé mon après-midi avec plus d'apports? Car des études comparatives ont cherché à voir s'il existait un effet à multiplier les apports dans la journée. Ils ont entraîné 3 groupes de la même façon et ont proposé 2 apports de 40 g pour le premier, 4 apports de 20 g pour le deuxième et 8 apports de 10 g pour le dernier groupe. Les résultats rapportent que la formule la plus pertinente est celle qui propose 4 apports de 20 g. Il n'est donc pas forcément pertinent de multiplier le nombre de collations dans la journée. D'autre part, il est important de ne pas oublier les glucides qui vont également être essentiels à la construction musculaire. On a toujours tendance à ne penser qu'aux protéines, mais elles ne vont pas être les seules briques de construction de nos muscles. En récupération post-séance, on conseillera un rapport d'1/3 à 1/4 protides-glucides. En gros, 20 g de protéines pour 60 à 80 g de glucides. De ce fait, on optimisera également la récupération post-séance en rechargeant les stocks de glycogène. Également, durant la séance, le niveau de sucre sanguin sera important. Nous y reviendrons dans les conseils. Attention, ces modifications alimentaires ne doivent pas être prises à la légère. En effet, un apport de protéines augmenté n'est pas un équilibre alimentaire à long terme. Il sera donc essentiel de l'organiser en cycle, tout comme l'entraînement. Sur une année complète, les recommandations actuelles conseillent de ne pas dépasser un total de 6 mois à haut niveau d'ingestion de protéines. Également, ce genre de démarche alimentaire ne peut être intéressante qu'en complément d'une alimentation qualitative. Si j'ai pour habitude de manger 3 fois par semaine au McDo et de consommer de l'alcool, il ne sera pas nécessaire de faire de tels sacrifices. Les effets de la complémentation seront affectés par ces déviances et les résultats en pâtiront. De plus, il est impératif de ne pas modifier son alimentation du jour au lendemain sans une phase d'adaptation. Je ne peux que vous conseiller de vous orienter vers un nutritionniste qui pourra vous encadrer dans cette démarche. Attention, des études montrent qu'il existe également des facteurs inhibiteurs de la prise de masse musculaire. Ils seront donc un frein à notre objectif. On y trouve notamment la baisse des réserves de glycogène à l'effort. Donc, pour des personnes en restriction calorique, pour un régime par exemple, on ne va pas favoriser le gain musculaire. En réponse à cette limite, on va donc chercher à maintenir un taux de sucre dans le sang plutôt élevé durant les séances. On pourra sans souci utiliser des boissons d'effort durant l'entraînement. Nous pourrons d'ailleurs faire une vidéo sur la qualité des boissons effort si le sujet vous intéresse. Enfin, si votre séance a lieu plus de 4 heures après un repas, il sera important de prendre une bonne collation pré-séance. Là encore, les produits laitiers, les fruits et les barres de céréales seront intéressantes. Nous pouvons conclure en disant que le développement de l'hypertrophie musculaire demande une certaine rigueur sur le plan de l'entraînement comme sur le plan de l'alimentation. Du côté de l'entraînement, on cherchera à orienter nos séances dans une logique de résistance. Puisqu'il n'y a pas d'effet de charge ou de régime de contraction, nous pourrons varier les méthodes
méthode, mais également garder une orientation sportive à notre démarche. En ce qui concerne l'alimentation, il existe des exigences en termes de timing, de qualité et de quantité des apports à tenir. On veillera à respecter les recommandations de 1,8 à 2,2 g par kilo de poids de corps par jour. Un apport supérieur à 20 à 25 g par prise amènera un plateau de production qui s'avérera inutile. Également, il sera important d'amener au moins 2/3 des apports en alimentation classique pour une meilleure assimilation. Enfin, il sera plus pertinent d'organiser ces apports en 4 prises quotidiennes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la gestion alimentaire et sportive d'une prise de masse musculaire pourra vous permettre de mieux suivre vos athlètes. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez nous aider en likant et en partageant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! 50% de déperdition. Ils font des travaux toute l'année. Une assimilation, putain. Une insémination.